Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, le cours du chapitre 10, modéliser une action mécanique. On commence par quelques rappels. Le système étudié définit, vous souvenez-vous ce qu'on a écrit? Eh bien, il définit l'objet ou l'ensemble des objets que l'on étudie. On le note grand S entre accolades. Observons la photo suivante pour décrire les phénomènes apparents. Les planètes tournent autour du Soleil. Et que fait la Lune autour de la Terre? Elle tourne autour de la Terre. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons essayer de faire une analogie. Faisons tourner une balle au bout d'un fil, comme indiqué sur le schéma. On va la lâcher lorsqu'elle apparaît en noir sur ce schéma. À votre avis, une fois qu'on l'a lâchée, le mouvement ultérieur de la balle sera tel que le mouvement circulaire va persister, la balle va partir horizontalement, la balle va tourner encore un petit peu et puis partir en ligne droite, ou un autre cas. Analysons ce que ces trois propositions signifient. Si le mouvement circulaire persiste, cela signifierait que l'on obtiendrait cette chronophotographie-là. Si on considère que la balle va partir horizontalement dès qu'on la lâche, on obtiendrait cette chronophotographie-là. Si on considère que la balle va tourner encore un petit peu et partir en ligne droite, c'est cela qu'on obtiendrait. Quant à la proposition autre, je vous laisse imaginer tout ce qu'il pourrait se passer. Eh bien, la bonne réponse est la balle va partir horizontalement. Pourquoi toutes les planètes du système solaire tournent-elles autour du Soleil? On va regarder une animation dans laquelle n'ont pas été respectées les tailles relatives du Soleil et des planètes, les distances qui séparent les astres les uns des autres, les périodes de révolution et les ombres qui devraient apparaître derrière chaque planète. Bien. Mettons en évidence les orbites de chaque planète. Nous sommes à peu près ici. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil? Grande question. Pour le savoir, comparons le mouvement d'une planète à celui d'un marteau. Alors le marteau, c'est une discipline olympique. Et je vais vous montrer cette vidéo de cet athlète magnifique qui réalise cet exploit absolument formidable. Donc on y va. Attention, 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 et hop, il a lâché. Avez-vous observé comment est parti le marteau à partir du moment où l'athlète l'a lâché? Revoyons ça et mettons en évidence l'action exercée par l'athlète sur le marteau. Action de contact, matérialisée ici par un fil qui retient le marteau sur sa trajectoire. Et donc, on recommence. Et quand l'action du fil sur le marteau disparaît, là, eh bien, le marteau part en ligne droite. Donc, revenons au système solaire. On peut matérialiser l'action exercée par le Soleil sur la Terre. On peut matérialiser l'action exercée par la Terre sur la Lune, etc., etc., Soleil, Vénus, etc., etc. Que se passerait-il, à votre avis, si le Soleil venait à disparaître brutalement? Eh bien, pour le savoir, je vais donc faire disparaître le Soleil. Attention, disparition du Soleil. Et à partir du moment où le Soleil disparaît, eh bien, chacune de ces planètes va suivre une trajectoire rectiligne. Alors, pourquoi tous ces objets tournent-ils?
Eh bien, c'est à cause de l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire l'action de deux corps l'un sur l'autre en raison de leur masse. La cohésion du système solaire et plus généralement celle de l'univers est due aux actions mutuelles qu'exercent ces constituants les uns sur les autres. On dit qu'ils sont en interaction. Donc à écrire et à retenir, deux corps sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre et réciproquement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête pour éviter de faire des erreurs ultérieurement. Deux corps sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre et réciproquement. Quand il y a interaction entre deux corps, chacun des corps exerce sur l'autre ce que l'on appelle une action mécanique. À ce niveau-ci du cours, je vous propose de réaliser l'activité 1, notion d'action mécanique. Et nous allons écrire et retenir dans les essentiels, on appelle action mécanique une action capable de modifier le mouvement d'un corps. Et on peut préciser comment on peut modifier le mouvement d'un corps en direction et ou en sens et ou en vitesse. Ou alors, on peut aussi donc déformer un corps comme dans le cas du trampoline qu'on a vu dans l'activité précédente. L'objet qui agit sera appelé le donneur. Celui qui reçoit l'action sera appelé le receveur. Quelles sont les actions mécaniques qui agissent sur un système? Les actions mécaniques à prendre en compte sont toutes les actions exercées par l'extérieur sur le système étudié. Tout ce qui ne constitue pas le système est appelé l'extérieur du système. Lorsque le système est en mouvement, il faut souvent tenir compte de l'action de l'air. On distingue les actions de contact, qui nécessitent un contact entre les systèmes en interaction, et les actions à distance, qui ne nécessitent aucun contact entre les deux systèmes. Observons ce schéma et répondons par vrai ou faux, et dans le cas où c'est vrai, nous allons spécifier s'il s'agit d'une action de contact ou une action à distance. Alors, première proposition, le fil agit sur la main. Le fil agit sur la main. Eh bien, c'est faux. Deuxième proposition, la terre agit sur la bille. Eh bien, c'est vrai. Est-ce une action de contact ou à distance? Eh bien, c'est une action à distance. La main agit sur la bille. C'est faux. La bille agit sur la potence. C'est faux. Le fer agit sur la bille. C'est vrai. Et c'est une action de contact. La terre agit sur l'aimant. C'est vrai. Et c'est une action à distance. La table agit sur la potence. C'est vrai. Et c'est une action de contact. La bille agit sur le fil. C'est vrai. Et c'est une action de contact. La potence agit sur le fil. C'est vrai. Et c'est une action de contact. L'aimant agit sur le fil. C'est faux. La bille agit sur la terre. C'est vrai. Et c'est une action à distance. Passons maintenant à la modélisation d'une action mécanique. Modéliser l'action mécanique exercée par le fil sur Gaston. Action mécanique dont l'effet est de modifier le mouvement de Gaston. Donc on voit bien sur cette diapositive que Gaston a tendance à s'envoler vers le haut, dans une direction qui est matérialisée par le fil. Et
cette action mécanique exercée par le fil sur Gaston s'exerce où? Eh bien, au point de contact entre le fil et Gaston. Donc, si on devait représenter cette action, on partirait du point de contact et on tracerait une flèche qui a la direction du fil et qui fait s'envoler Gaston. Modélisation maintenant de l'action mécanique exercée par le TI sur la balle de golf. Nous avons un point de contact ici et on comprend bien que la balle de golf va avoir tendance à partir vers la gauche de Mario. Donc on va faire une flèche qui va nous dire la balle va partir dans ce sens-là. Et on aura modélisé l'action mécanique exercée par le TI sur la balle de golf en partant du point de contact entre le TI et la balle de golf. Modélisons l'action mécanique exercée par une main d'une souris sur Garfield. Bon, on comprend bien que c'est une action de contact, donc on va prendre le point de contact entre la souris et Garfield. Et que fait cette souris? Elle a tendance à pousser vers le haut Garfield. Et donc, cette action mécanique, on va la représenter par une flèche vers le haut. Modélisons l'action mécanique exercée par la main de Gaston sur le livre. Bon, on voit bien que les livres vont être mis en mouvement à la condition que Gaston touche les livres, donc on prend le point de contact entre les deux. Et on comprend bien que les livres ont tendance à partir vers la gauche de Gaston. Donc on va faire une flèche pour dire que le mouvement des livres, l'effet sur le mouvement des livres, c'est de pousser ces livres vers cette gauche. Donc on va faire une flèche qui part du point de contact et puis qui s'en va comme ça vers l'arrière et vers la gauche de Gaston. Modélisons l'action mécanique exercée par le pied de Mario sur un cube. Donc on va dire que le point de contact est là. Et que le pied de Mario a tendance à pousser le cube comme ça. L'effet du pied sur le cube, sur le mouvement du cube, c'est de mettre le cube en mouvement dans cette direction, dans ce sens-là. Modélisons l'action mécanique exercée par le fil sur le doigt de Gaston. Donc on va prendre un fil, on va prendre le point de contact. On comprend bien que le fil tire sur le doigt de Gaston. Et il le tire selon la direction du fil. Donc on va faire une flèche orientée comme ça. Et si maintenant on devait représenter l'action mécanique exercée toujours par ce même fil sur la tortue, eh bien on voit bien que ce fil tire la tortue vers l'arrière. Donc on prend le point de contact et puis on représente une flèche qui tire la tortue comme ça. Représentons l'action mécanique exercée par l'escabeau sur le pied de Gaston. Donc c'est une action de contact. S'il n'y a pas l'escabeau, s'il n'y a pas de contact entre le pied et l'escabeau, il n'y a pas d'action mécanique. Et cet escabeau a tendance à repousser vers le haut le pied de Gaston. Donc on la représente par une flèche comme ça, dirigée selon la verticale et orientée vers le haut. Représentons maintenant, modélisons l'action mécanique exercée par Obélix sur le Romain. Et là, il faut revenir à la définition de l'action mécanique. Deux corps sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre et réciproquement. Et quand il y a interaction entre deux corps, alors l'un des corps exerce sur l'autre une action mécanique. Or ici, à cet instant précis de la diapositive, si une petite fée faisait disparaître Obélix, est-ce que le mouvement du Romain serait modifié? Absolument pas. Donc dans ce cas-là, à ce moment-là de la diapositive en tout cas, eh bien le mouvement du Romain ne dépend absolument pas de la présence ou pas d'Obélix. Et du coup, ces deux corps ne sont pas en interaction, on ne peut pas modéliser, c'est pas qu'on ne peut pas modéliser, c'est qu'en fait l'action, à ce moment-là, l'action mécanique exercée par Obélix sur le Romain, elle n'existe pas. Donc, on revient dans les essentiels et que va-t-on écrire? Une action mécanique est localement modélisée par une force notée F vecteur. Une force est représentée par un segment fléché appelé vecteur. Une force F
possède 4 caractéristiques. Un point origine, ici, c'est le point d'application de la force. Alors, on va discuter du point d'application de la force. Je vous propose cette diapositive et celle-là. Donc, le point d'application. Déjà, considérons ces deux actions mécaniques exercées par les têtes sur le ballon. Est-ce des actions mécaniques de contact ou à distance? Bon, vous êtes bien d'accord qu'il s'agit des actions mécaniques de contact. Parce que si la tête ne touche pas le ballon, eh bien le ballon, son mouvement ne va pas être modifié. Donc on va distinguer deux cas. Celui du haut, un contact ponctuel. Donc le point d'application dans le cas d'un contact ponctuel, c'est le point de contact entre le donneur et le receveur. Par contre, quand on a une surface de contact comme sur la photo du bas, le point d'application, où va-t-on le prendre? Eh bien, par convention, on va prendre le centre de la surface de contact. Bien, maintenant, considérons les actions mécaniques qui s'exercent à distance, comme l'action exercée par la planète Terre sur ce satellite. Pour une action mécanique qui s'exerce à distance, comme par exemple dans la vidéo en bas à gauche, action mécanique exercée par l'aimant sur la bille quand elle va passer à son voisinage, vous avez vu que l'aimant ne touche pas la bille et pourtant l'aimant a une action mécanique sur la bille puisqu'il modifie son mouvement. Donc dans ce cas-là, quand l'action mécanique est à distance, le point d'application se situe au centre de gravité du système receveur. Donc on a vu le point d'application de la force. Maintenant, les 4 caractéristiques d'une force sont son point origine, sa droite d'action, son sens et sa valeur. La droite d'action, eh bien, c'est la direction de l'action. Le sens, c'est tout simplement le sens de l'action. Et quant à la valeur, eh bien, elle va s'exprimer en newton. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à réaliser l'activité 2, tracer deux vecteurs force. Nous allons maintenant nous intéresser au diagramme objet-interaction. Pour réaliser un diagramme objet-interaction, il faut effectuer l'inventaire des objets concernés par l'étude, schématiser ces objets dans des ovales en mettant au centre le système grand S, c'est-à-dire l'objet d'étude auquel on s'intéresse. Il faut schématiser les interactions par des traits, différencier les actions de contact avec des traits pleins de celles à distance avec des traits en pointillés. On modélise ensuite ces actions mécaniques par des forces sur un schéma. Et pour application du diagramme objet-interaction, je vous invite à réaliser l'activité 3, utiliser le diagramme objet-interaction pour modéliser des actions mécaniques par des forces. Voyons maintenant le principe des actions réciproques. Et pour introduire ce principe des actions réciproques, je vous propose une courte vidéo. Yeah. To get from place to place, you fly. The thing that resonated the most with you said something about your hair. You could take one strand of hair and push off the wall with that hair and it would propel you backwards. And I had bigger hair up there than the You guys, did, and so you it had- worked yeah. a little bit better for me. I let it grow because I wanted it to be, I wanted it to scream 0G, there is a woman in space It for did. these girls. Katie Coleman told me about a conversation that she had with Sandra Bullock about what it's like to live in space, what it's like to move around in space. And one of the things she told her about was how little effort is required to move from one wall to the next in microgravity. She even told her that you could take a human hair and use it stretched out to push against a wall or a handrail. And it takes really that little effort. So since I have the resources, I thought I would give it a try.
Voyons maintenant deux situations. On a un ballon qui se dégonfle et puis une animation où un jeune homme tire vers le bas avec ses pistolets et se retrouve propulsé vers le haut. Alors, sur cette diapositive-là, je mets en évidence l'action des pistolets sur les balles, l'action du ballon sur les gaz qui s'échappent. Et sur celle-ci, je mets en évidence l'action des gaz qui s'échappent sur le ballon, l'action des balles qui s'échappent sur les pistolets. Et c'est la raison pour laquelle, quand on tape dans un mur, eh bien, on peut fracturer le mur, mais on se fait mal à la main aussi. Et pour terminer cette introduction au principe des actions réciproques, je vous propose un petit peu d'histoire des sciences avec ce test de mémoire à court terme à réaliser. Que va-t-on déduire de tout cela? Que la relation entre la force exercée par un système grand A sur un système grand B et la force exercée par le système grand B sur le système grand A été généralisée par Isaac Newton à toutes les interactions dans le principe des actions réciproques. Lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Ces forces ont même droit d'action, des sens opposés et une même valeur. Ce principe est valable aussi bien pour des actions de contact que pour des actions à distance, que les systèmes soient en mouvement ou au repos. Cette expérience illustre la troisième loi de Newton, appelée aussi principe de l'action et de la réaction. Un aimant et un morceau de fer de même dimension sont placés dans deux bouchons en plastique qui leur permettent de flotter sur l'eau. Au bout de très peu de temps, on voit les deux bouchons s'approcher l'un de l'autre avec la même vitesse, montrant ainsi qu'ils sont soumis à des forces égales et opposées. Mathématiquement, ce principe se traduit par la relation vecteur force de A sur B est égal à l'opposé du vecteur force de B sur A. En application, on reporte sur le schéma la force exercée par le cheval sur la cavalière et la force exercée par la cavalière sur le cheval, et on voit bien que ces deux forces sont opposées. De la même façon, la force exercée par la bouée sur le câble est égale à l'opposé du vecteur force exercé par le câble sur la bouée. Et enfin, la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à l'opposé de la force exercée par la Lune sur la Terre. À vous, un pas vers le grand oral du bac. Justifiez que ce principe des actions réciproques, que l'on appelle également troisième loi de Newton, explique la propulsion des fusées, sachant que la fusée exerce une action mécanique sur les gaz en les expulsant vers le bas. Les gaz exercent alors une action mécanique sur la fusée vers le haut. Ces actions mécaniques sont modélisées par des forces vecteur force fusée sur gaz et vecteur force gaz sur fusée qui ont même valeur, même direction mais des sens opposés. Le système étudié étant la fusée, c'est la force exercée F exercée par les gaz sur la fusée qui est à l'origine du décollage de la fusée. À ce niveau du cours, vous pouvez commencer à rédiger les exercices pages 178 et plus, numéros 4, 6 et 8. Voyons maintenant un exemple de force, la force d'interaction gravitationnelle. La gravitation, c'est un phénomène universel. Une animation sur la gravitation, un phénomène universel. Voilà un exemple où nous avons à gauche le Soleil, à droite la Terre, et la question posée est que représente la flèche rouge. Et tout le monde sait que le Soleil attire la Terre, et donc cette flèche rouge représente l'attraction exercée par le Soleil sur la Terre. Alors on pourrait critiquer son point d'application qui serait beaucoup plus en fait situé au centre de gravité de la Terre et non ici, mais bon.
Que représente donc la flèche verte? Bien évidemment, la Terre attire elle aussi le Soleil et cette flèche verte représente l'attraction exercée par la Terre sur le Soleil. Alors encore une fois, on peut critiquer son point d'application qui devrait beaucoup plus être situé au centre de gravité du Soleil. Sur cette vidéo, comment pourrait-on représenter les actions exercées par les deux astres? Alors, je vous laisse réfléchir. On veut représenter les actions. Donc les actions, il y en a deux. Donc l'action exercée par la Terre sur la Lune et l'action exercée par la Lune sur la Terre. Donc voyons la réponse. Et encore une fois, on critique les points d'application qui devraient être au centre de gravité. Mais en vert, on a l'action exercée par la Terre sur la Lune, puisqu'elle s'applique sur la Lune et que c'est la Terre qui attire. Et en rouge, on a l'action exercée par la Lune sur la Terre, puisque cette action a pour sens vers la Lune, donc c'est la Lune qui attire et elle s'applique sur la Terre. Donc que vous soyez au pôle Nord, on prend votre professeur de physique, on le fait sauter en l'air, il va retomber sur la Terre parce que il est attiré vers le centre de la Terre, ou à l'équateur, vous prenez une balle, vous la lancez en air, elle va retomber, cette attraction est dirigée vers le centre de la Terre. Donc sa direction, on ne peut pas dire que sa direction est de haut en bas ou de bas en haut. Sa direction, on va l'appeler la verticale du lieu. Et ce sens, on indiquera toujours vers le centre de la Terre. Parce que sinon, quand on dit vers le bas et qu'on se situe à l'équateur, quand on regarde de loin une figure, ça peut porter à confusion. Donc, direction verticale, sens vers le centre de la Terre. Regardons maintenant ce qui se passe sur un satellite. Eh bien, la Terre attire ce satellite. Plus on éloigne le satellite, et plus vous voyez la longueur de la flèche qui diminue. Plus on rapproche ce satellite, et plus l'attraction exercée par la Terre augmente. Donc en fait, voilà, plus la distance entre les deux corps est grande, et plus l'attraction gravitationnelle est faible. Et maintenant, si je change la position du satellite, on voit que la direction de cette force d'attraction, c'est toujours la verticale, et son sens, c'est toujours vers le centre de la Terre. Maintenant, je vous dis que pour déplacer un stylo, il faut exercer une force d'environ 0,1 Newton. Je vous demande de déplacer votre stylo. Rendez-vous compte, quand vous déplacez le stylo de la force que vous exercez une force de 0,1 Newton quand vous déplacez votre stylo. Et bien maintenant, nous allons prendre deux personnes, un garçon et une fille, et nous allons les approcher. Donc on voit par exemple à cette distance-ci, ils sont soumis l'un et l'autre à une force gravitationnelle qui est égale à 3,5 10 puissance moins 11 newton. Et plus j'approche les deux corps en présence, plus la force gravitationnelle est importante. D'ailleurs, elle est égale dans ce cas-là à 15,4 10 puissance moins 11 newton. Et si j'éloigne à l'inverse, on a 1,4 10 puissance moins 11 newton. Donc on peut retenir ça en se disant loin des yeux, loin du cœur. Plus les corps en présence sont éloignés et moins ils exercent une attraction gravitationnelle l'un sur l'autre. Faisons le bilan de tout ce que nous venons de voir et résumons dans les essentiels. Donc la gravitation universelle, c'est une des interactions de l'univers. Elle existe entre deux corps A et B de masse MA et MB. Elle est attractive, c'est-à-dire que le corps A attire le corps B et le corps B attire le corps A. Elle s'exerce à distance par opposition à deux contacts. Alors on se rappelle qu'une action mécanique, c'est une action capable de modifier le mouvement d'un corps en direction, vitesse et au sens. Et donc il faut distinguer des actions à distance qui ne nécessitent pas de contact entre les systèmes, des actions de contact qui nécessitent un contact. Dans le cas de la gravitation universelle, c'est une action à distance. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à rédiger l'activité 5, le voyage de Cassini. Voyons maintenant l'expression littérale de la valeur de la force de gravitation universelle. Une animation sur la
Donc on résume. Quelle est l'influence des masses? Si les masses diminuent, eh bien l'intensité des forces gravitationnelles diminue aussi. Donc on écrit que l'intensité de la force gravitationnelle est proportionnelle à la masse de chacun des deux corps en présence. C'est-à-dire que si on écrit Fg, la force gravitationnelle, l'intensité de la force gravitationnelle, on va dire qu'elle est proportionnelle au produit des deux masses en présence. Et le coefficient de proportionnalité, ce sera petit a. Voyons maintenant l'influence de la distance entre les deux corps en présence. Donc on a représenté un cas où deux corps sont distants d'une distance petit d. On va écarter, éloigner l'un de l'autre ces deux corps et on voit que si on augmente la distance petit d, l'intensité des forces diminue. Il se trouve qu'on peut prouver que l'intensité de la force gravitationnelle est, eh bien, on peut dire soit proportionnelle à l'inverse du carré de la distance, soit on peut dire inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc on écrit ça comment? Si la force gravitationnelle est proportionnelle à quoi? À 1 sur d au carré. Si on trace le graphe de f en fonction de 1 sur d au carré, on obtient une droite qui passe par l'origine. Et le coefficient de proportionnalité, on peut le noter petit b. Donc en maths, ça correspond à une fonction linéaire, y égale ax. Ici, on va écrire fg égale b fois 1 sur d au carré. Parce que si on trace fg en fonction de 1 sur d au carré, on obtiendra une droite dont le coefficient directeur sera égal à b. Passons maintenant à la représentation des deux forces gravitationnelles s'exerçant entre deux corps A et B, de masse ma et mb. Deux corps A et B, de masse ma et mb, agissent l'un sur l'autre selon deux forces gravitationnelles. Donc, dans les essentiels, on va représenter un point A, point matériel auquel on attribuera une masse ma, et un point B, point matériel auquel on attribuera une masse mb. Comment va-t-on noter la force exercée par le corps A sur le corps B? Bien, la notation, elle est transparente, on va écrire F de A sur B. De la même façon, comment va-t-on écrire la force exercée par le corps B sur le corps A? Ça sera aussi transparent, on va écrire F de B sur A. Ces deux forces s'appliquent selon la droite AB. Du point de vue de l'intensité, F de A sur B est égal à F de B sur A d'après la troisième loi de Newton au principe des actions réciproques, avec l'expression littérale F de A sur B égale F de B sur A égale grand G MA MB sur la distance AB au carré. G étant la constante universelle de gravitation qui sera donnée dans les énoncés, équivaut G égale 67710.11 dans l'unité du système international. MA étant la masse du corps A, MB la masse du corps B, AB la distance entre les centres de deux corps A et B, et G, donc constante universelle de gravitation, 67710.11 newton, mètre carré, kilogramme moins 2. Donc quelles sont les unités? Eh bien, les masses s'expriment en kilos. La distance entre les centres des corps dans le système international doit s'exprimer en mètres. La force s'exprime en newton. Représentons les deux forces. Donc ici, on a représenté F de A sur B. Donc cette force s'applique sur B. Le point d'application, ce sera donc B. Et elle attire B vers A. Donc la notation, c'est F de A, puisque c'est A qui attire, sur B. Cette force, elle s'applique sur A. Elle est dirigée vers B. Donc c'est B qui attire. Donc sa notation, c'est F de B sur A. Et attention, il faut que les longueurs des deux flèches soient identiques, d'après le principe des actions réciproques. Résumons les caractéristiques des forces d'interaction entre A et B, notées F de A sur B et F de B sur A. Leur direction. Alors je vous rappelle que quand je demande une direction, je demande une droite. Donc la direction des forces d'interaction F de A sur B et F de B sur A, c'est la droite passant par A et B, c'est-à-dire la droite AB. Prenons maintenant le vecteur force F de A sur B. Son sens. Qui c'est qui attire? C'est F de A, c'est A qui attire. Donc son sens, c'est vers A.
son origine. Sur quoi elle s'applique cette force? Sur B. Donc son origine, c'est B. Prenons maintenant la force exercée par B sur A. Quel est son sens? Qui c'est qui attire? C'est B, puisque c'est la force de B. Donc, c'est orienté vers B. Quant à son origine, elle s'applique sur quoi? Elle s'applique sur A. Quant à leurs valeurs, elles sont égales F de A sur B égale F de B sur A égale GMA-MB sur AB carré. En résumé, ces deux forces sont même direction, même valeur, mais des sens opposés. Évidemment, ces deux forces obéissent au principe des actions réciproques. Donc on va remplir ce tableau. Que représente F de A sur B? Eh bien, elle représente l'action du corps A sur le corps B. Que représente F de B sur A? L'action du corps B sur le corps A. Quelle est la direction? Quand on cherche une direction, on cherche une droite. Vous vous souvenez, ce sont deux mots qui commencent par le mot D. Direction droite. Et donc, ces deux forces s'exercent sur la droite AB. Quel est le sens? F de A sur B. Qui c'est qui attire? C'est A, puisque c'est F de A. Donc, c'est vers A. Et son sens à F de B sur A, qui c'est qui attire? Puisque c'est F de B, c'est B qui attire. Donc son sens, c'est vers B. Quel est le point d'application? Si on considère F de A sur B, elle s'applique sur B, donc point d'application, c'est B. Et si on s'intéresse à F de B sur A, quel est son point d'application? Sur quoi elle s'applique? Sur A, donc son point d'application, c'est A. L'expression de la valeur, à savoir F de A sur B égale F de B sur A égale GMA-MB sur AB carré. G étant la constante de gravitation universelle. En résumé dans le tableau, on rappelle que ces deux forces ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. Et évidemment, elles obéissent au principe des actions réciproques. On remarque qu'on peut dire que cette loi s'applique aux objets ponctuels et ou aux objets à répartition sphérique de masse. Un corps à répartition sphérique de masse est un corps homogène, c'est-à-dire un corps dont la matière est répartie uniformément autour de son centre. C'est le cas de la plupart des astres. Quant à la distance à en prendre en compte, c'est celle mesurée entre les deux centres des deux sphères. Donc dans ce cas-là, nous n'avons pas un objet à répartition sphérique de masse et le centre de gravité ne coïncide pas avec le centre géométrique de cet objet. Donc c'est un cas particulier celui-là. Si on devait représenter la force gravitationnelle, il faudrait donc partir du centre de gravité ici et faire une direction selon la verticale et diriger vers le centre de la Terre. Bilan. Comment évolue la valeur des forces gravitationnelles si, alors, on regarde les paramètres variant à gauche, les autres étant constants, et nous allons mettre à droite l'évolution de la valeur de la force gravitationnelle. Est-ce qu'elle augmente, elle reste constante ou elle diminue? Donc si les masses MA ou MB augmentent, tous les autres paramètres restant constants, il est évident que la force gravitationnelle va augmenter elle aussi. Maintenant, si la distance entre les deux corps augmente, eh bien, la valeur de la force gravitationnelle va diminuer. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à rédiger l'activité 7. Intéressons-nous maintenant à l'expression vectorielle des forces d'interaction gravitationnelle. Donc on prend deux masses MA et MB situées en deux points A et B et on représente les forces d'intégration gravitationnelle F de B sur A et F de A sur B comme sur le schéma. Je vais introduire maintenant U de A vers B, un vecteur unitaire. Quelle est la direction de ce vecteur? Donc je rappelle que direction comme moyen mémotechnique, ça commence par la lettre D. Donc quand j'attends une direction, j'attends une droite. La direction de ce vecteur unitaire est la droite AB. Son sens d'après sa notation, il est transparent. C'est le vecteur unitaire de A vers B. Donc il est orienté de A vers B. Quant à sa norme, eh bien par définition, un vecteur unitaire a pour norme 1. Donc on le représente, ce vecteur unitaire, U de A vers B sur le schéma. À partir de ça, quel vecteur, force, a même sens et même direction que le vecteur unitaire U de A vers B? Eh bien, sur le schéma, on voit immédiatement que c'est F de B sur A qui a même sens et même direction. Donc on peut écrire que F de B sur A
est égal à la norme du vecteur f de b sur a multiplié par le vecteur unitaire u de a vers b. Avec, je vous le rappelle, la norme du vecteur f de b sur a, c'est l'intensité de la force, qui est égale à gmAnb sur ab carré. Maintenant, quel vecteur a même direction que le vecteur unitaire u de a vers b, mais un sens opposé? Bien sûr, le schéma, on voit immédiatement que c'est le vecteur force f de a sur b. Donc, s'il a un sens opposé, s'il a la même direction, il est collinéaire, mais s'il a un sens opposé, on peut écrire f de a sur b, qui est égal à moins f de b sur a, et donc moins la norme du vecteur f de b sur a multiplié par le vecteur unitaire u de a vers b. Avec encore f de a sur b égale f de b sur a égale g MAMB sur ab carré. À ce niveau-ci, je vous invite à rédiger l'activité 8, utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle pour vous entraîner à ce point-ci du cours. Pourquoi la Lune ne nous tombe-t-elle pas dessus? Eh bien, en fait, elle nous tombe dessus. On lance une balle horizontalement selon l'axe X du haut d'un muret d'1 mètre. Bien sûr, plus on lance fort, plus la balle va loin. On peut décomposer le mouvement de la balle en deux, une composante verticale suivant Y et une composante horizontale suivant X. La distance verticale parcourue est toujours la même, 1 mètre. Par contre, la distance horizontale est d'autant plus grande qu'on lui donne une grande vitesse au départ. Disons pour fixer les choses qu'on a lancé notre balle assez fort pour qu'elle ait parcouru 5 mètres horizontalement. On reprend la même expérience mais on change de planète. Allons sur la planète du Petit Prince, toute petite. Et là, avec le même lancer, notre balle ne touche plus le sol. Elle est en orbite. Notre balle continue à parcourir 5 mètres horizontalement en même temps qu'elle perd 1 mètre verticalement. Mais la planète n'est pas plate. Quand elle a parcouru 5 mètres horizontalement, la balle est encore à 1 mètre de haut, car le mètre qu'elle a perdu est compensé par la courbure du sol. La balle va continuer à tourner sans arrêt autour de la planète à 1 mètre de haut. Elle tombe en suivant le sol. C'est ça, être en orbite. Si on lance notre balle un peu moins fort, elle s'écrasera. Si on lance plus fort, elle ira de plus en plus haut et finira par sortir de l'attraction de la planète. La balle sera perdue dans l'espace. Et sur Terre, c'est la même chose. Mais comme notre planète est beaucoup plus grosse, sa courbure est moins apparente et il faut envoyer notre balle beaucoup plus fort pour qu'elle soit en orbite. C'est pour ça qu'on utilise plutôt des fusées. Et la Lune, elle aussi, a exactement la bonne vitesse pour tomber sans perdre de hauteur. Si on la ralentissait, elle s'écraserait sur Terre. Et le poids dans tout cela? Tout corps à la surface de la Terre tombe. Le poids du corps A est pratiquement égal à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur A. L'un des corps est la Terre et l'autre corps, le corps A. Cette force gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps, appelée le poids, on la note grand P. Quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps A qui est pratiquement égal à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps A? Il a 4 caractéristiques. Un point d'application, son origine, sa direction, son sens, sa valeur. Le point d'application, c'est le centre de gravité du corps. Sa direction, eh bien, c'est celle du fil à plomb, c'est celle de la verticale du lieu. Son sens est toujours orienté vers le centre de la Terre. Quant à sa valeur, elle est proportionnelle à la masse, P égale M fois G. L'expression littérale du poids PA d'un corps A de masse MA est F de T sur A, pratiquement égal au poids A, est égal à MA fois petit g. Quelles sont les unités? Eh bien, le poids étant une force s'exprime en newton, la masse dans le système international s'exprime en kilogrammes, et donc l'intensité de la pesanteur sur Terre s'exprime en newton par kilogramme. Donc petit g, comme je viens de le dire, est appelé l'intensité de la pesanteur sur Terre.
Donc le poids, en résumé, il a 4 caractéristiques. Sa notation, c'est grand P. Son point d'application, c'est le centre de gravité du corps. La direction, c'est celle de la verticale du lieu. Son sens, c'est vers le centre de la Terre. Quant à l'expression de la valeur, P égale M fois G. P étant mesuré en newton, la masse en kilogrammes et l'intensité de la pesanteur terrestre en newton par kilogramme. Un petit point vocabulaire sur le centre de gravité. C'est le point du système où s'applique son poids. Comparons maintenant la force gravitationnelle et le poids. Regardez bien, écoutez bien et tentez de reproduire ensuite tout ce que vous aurez vu. Exprimons la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps A. Nous avons appris dans le cours que F de B sur A est égal à G ma mb sur AB carré. Donc ici, nous nous intéressons à la force de la Terre sur le corps A. Donc B devient T. Mais que devient AB? À la surface de la Terre, la distance entre les deux corps correspond au rayon terrestre RT. Donc on remplace AB par RT. Comparons les expressions du poids PA du corps, action exercée par la Terre sur ce corps, et celle de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps. On a F T sur A égale G ma mt sur RT carré, et on a PA qui est égal à ma fois petit g, avec petit g intensité du champ de pesanteur terrestre. D'après la définition du poids d'un corps, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps est pratiquement égale au poids. Donc on peut égaler ces deux expressions. Quel terme commun peut-on identifier entre les deux expressions? Nous voyons que les deux expressions font apparaître la masse ma. Donc on peut diviser les deux membres de l'égalité par ma, ce qui va simplifier les deux membres de l'égalité par ma. Et on obtient l'expression du champ de pesanteur terrestre petit g est égal à grand G mt divisé par RT carré. C'est-à-dire que le champ de pesanteur petit g est égal à la constante universelle de gravitation grand G multipliée par la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré. Qu'en déduit-on? Eh bien, que le champ de pesanteur de la Terre ne dépend que des caractéristiques de la Terre, c'est-à-dire sa masse et son rayon. Est-ce que ça marche vraiment sur la Terre? Effectuons l'application numérique. Donc, on va remplacer la masse de la Terre par sa valeur, 6,010 puissance 24 kg, le rayon terrestre 6400 km. Attention, quand vous faites l'application numérique, il va falloir transformer ça en mètres, c'est-à-dire que ça donnera 6400 fois 10 puissance 3 mètres. Et quant à la constante universelle de gravitation qui sera toujours donnée dans les exercices, 667, 10 puissance moins 11 dans les unités du système international. Donc on fait l'application numérique en remplaçant les notations de chaque grandeur par leur valeur et on trouve bien 9,8 newtons par kilogramme. Donc on peut généraliser cette expression du champ de pesanteur. Pour une planète quelconque grand P, si on appelle MP la masse de la planète et RP le rayon de la planète, le champ de pesanteur, noté GP, va se calculer par l'expression littérale grand G, masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré. À vous de jouer maintenant pour reproduire toute cette démonstration. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à rédiger les exercices, page 178 et plus, numéro 10, 12, 14, 16 du Hachette. Oui, cette force, même si elle est faible, sur de grandes masses, océans, peut provoquer des marées. À ce niveau-ci, je vous invite à rédiger l'activité 9. Intéressons-nous maintenant à l'expression vectorielle du poids. Rappel, le poids d'un corps A est pratiquement égal à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur A. L'un des corps est la Terre et l'autre corps, le corps A.
Donc f de t sur a est noté p. Introduction à un vecteur unitaire u de a vers t. Le poids en intensité, en valeur, est égal à f de t sur a. Donc, le poids vectoriellement est aussi égal à au vecteur force f de t sur a. On a vu que cela s'écrivait intensité f de t sur a multiplié par le vecteur unitaire u de a vers t. Et donc, c'est égal à la norme du poids P multiplié par le vecteur unitaire U de A vers T. À ce niveau-ci, réaliser l'activité 10, interaction gravitationnelle et poids. Voyons d'autres exemples de force, commençant par la force exercée par un support ou par un fil. La force exercée par un support, notée F vectorielle du support sur un système, aussi appelée réaction grand R du support, et la force de contact exercée par le support sur le système étudié. Pour un système immobile ou en mouvement sans frottement sur une surface lisse, cette force a une direction perpendiculaire au support. Elle est orientée du support vers le système. Voyons un exemple avec une photo de la réalité, et voici sa modélisation. La force du support sur le livre, noté grand R, et le livre étant représenté par un point matériel grand L. Prenons un autre exemple avec la réalité, la modélisation. On prend le système et la force de réaction, force du support du toboggan sur les personnes, eh bien, part du point S et est orientée vers les personnes et est perpendiculaire au support. La force exercée par un fil, force du fil sur le système, aussi appelée tension du fil grand T, et la force de contact exercée par le fil sur le système étudié. Cette force a même direction que le fil, elle est orientée du point d'accroche du système vers le fil. Voyons un exemple, une photo de la réalité, sa modélisation. Donc on part du point de contact, et puis on a pour direction celle du fil. Quant au sens, c'est du système suspendu vers le fil. Notez grand T vecteur. Et voici les derniers exercices du chapitre, page 178 et plus, numéro 18 et 22. Et le chapitre 10 est terminé.